Bonjour, vous écoutez le podcast de startup-bootcamp.fr et si vous aimez ce que vous allez entendre, merci de vous abonner à la chaîne et de partager ce contenu pour nous soutenir. Merci. Aujourd'hui, on va parler de comment faire la promotion de manière à ce que le produit que vous allez vendre devienne mainstream. Et pour ce podcast, je vais prendre 3 exemples. Le premier exemple est celui de la marque Seat. Alors Seat, vous connaissez tous cette marque automobile espagnole. Alors maintenant, elle est sous le giron de Volkswagen notamment. Et Seat en France, et c'est surprenant d'ailleurs, c'est en termes de part de marché, moi je pensais que Seat était quand même une marque qui vendait beaucoup. Et bien en fait non, ils vont atteindre les 2% de part de marché en France. Donc autant dire que c'est que dalle. Mais dans, on va dire, l'esprit collectif, Seat est vu comme une marque majeure de l'automobile et non comme une marque peut-être bas de gamme. Et en fait, qu'est-ce qu'a fait Seat pour arriver à faire ça ? Seat, en fait, a mis beaucoup d'argent depuis 2017 dans des campagnes de pub, mais également dans des placements de produits. Alors, je prends l'exemple de Seat parce que c'est assez drôle, en fait. Seat, à la base, en fait, et je prends en fait les mots directement de la directrice marketing de Seat qui disait « Le problème que nous avions, c'est que la marque était associée à une marque de tuning. » Et donc, ils ont eu énormément de mal, en fait, à montrer Seat comme on va dire, une marque plus ou moins sérieuse. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont acheté du placement de produits via une agence. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que lorsque vous avez des clips qui sortent, lorsque vous avez, par exemple, des séries, donc tout est produit et ensuite, on réincruste les placements de produits à l'intérieur. C'est rare en fait, alors dans les séries, des fois c'est bien vu en amont puisque la voiture utilisée par le policier est de telle marque, etc. Mais il y a également beaucoup d'incrustations sur par exemple les panneaux publicitaires dans les rues, dans les scènes, ce type de choses, sur les magazines par exemple qui sont sur une table près d'un personnage, etc. Et en fait, Seat a dépensé énormément d'argent en ce sens en fait. Ils ont acheté en fait donc du placement de produits, ce qu'on appelle en post-production. Je peux même vous donner le nom. Donc ça a été fait en partenariat avec TF1 et une start-up qui s'appelle Myriad, M-I-2-R-I-A-D. Et donc ce placement de produits en post-production en fait a permis de mettre des objets même virtuels comme des porte-clés sur une table, des affiches sur un abribus, des pages d'accueil sur un site internet d'un écran d'ordinateur. Et ce qu'ils disent en fait, c'est qu'à terme, cela a permis de nous permettre de faire apparaître Seat dans des productions sans scène extérieure qui nous étaient inaccessibles. Tout simplement inaccessibles en termes de prix, en termes de tarifs à payer. Et en fait, via cette stratégie, ça a augmenté en fait de 17 points le fait que Seat soit dans les 3 ou 5 marques présélectionnées avant un achat. 17 points. Et avec ça, en fait, les résultats commerciaux en 2019 de la marque ont bondi de 14%. Donc en fait, ce qui est assez marrant, c'est que vous avez... alors, on prend ce premier exemple, vous verrez d'autres exemples ensuite, mais... Vous avez donc une marque qui, pour vous, dans le souvenir collectif, est quand même une marque Seat, c'est de la belle bagnole quand même, c'est une voiture qui n'est pas spécialement chère et qui est connue de tous. Simplement, mais quand vous regardez en fait le marché, ça a beau être connu de tous, 2% du marché français, c'est vraiment rien du tout. Et là, ils ont appliqué un petit peu ce que les Américains appellent « fake it until you make it », fais semblant de savoir le faire jusqu'à ce que tu saches le faire. Et là, c'est exactement ça. Comment paraître comme une énorme marque, une marque vraiment mainstream, et c'est vraiment le sujet de ce podcast, comment faire de votre marque une marque mainstream, avec, alors bien sûr, de l'argent, mais du coup, un coût extrêmement réduit par rapport à ce que d'autres marques concurrentes peuvent mettre sur la table.
Donc ça, c'est le premier exemple, et je trouve que cet exemple de Seat est assez parlant. Je vais donner 2 autres exemples. Le deuxième exemple est celui de Michael Kors. Michael Kors est un designer américain qui a travaillé pour différentes marques de luxe, et notamment des marques françaises. Et Michael Kors, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des sacs, des chaussures, des montres, des accessoires, des cadeaux. Et je pense que vous connaissez Michael Kors parce que Michael Kors à la base est plutôt une marque de luxe, on va dire, moyenne classe, c'est-à-dire que vous pouvez vous acheter, bon ça coûte quand même cher, mais vous pouvez vous acheter des sacs ou on va dire des pochettes à partir de 150-200 euros. Mais ce qu'a fait Michael Kors pour qu'il soit totalement, on va dire, qu'il ait vraiment envahi le marché et qu'il soit mainstream, c'est que Michael Kors a surproduit et a diffusé du Michael Kors, bien sûr à petit volume, hein, mais a diffusé du Michael Kors dans les solderies, chez les déstockeurs. Et notamment en France, vous pouvez trouver du Michael Kors de temps à autre, quelques fois par an, chez Nose, hein, par exemple. Alors, je ne sais pas chez Action, mais en tout cas chez Nose, c'est sûr. Et le prix chez Nose est tellement bradé que vous allez vous trouver avec des gens, on va dire, de niveau social plutôt modeste, parce que c'est plutôt globalement, on va dire qu'une grande partie du public qui vient dans ce type de magasin est plutôt modeste, hein. Ils cherchent des prix parce que c'est difficile de boucler les fins de mois. La deuxième partie du public, c'est bien sûr les vendeurs Amazon, mais en tout cas vous avez beaucoup de personnes qui viennent pour chercher les prix, et vous vous retrouvez avec des gens qui n'ont pas un niveau de vie très haut et qui se baladent dans la rue avec du Michael Kors. Et c'est assez malin en fait, parce que de ce principe, la marque est devenue totalement mainstream. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que Michael Kors aujourd'hui est dans tous les aéroports. Et vraiment, ce qui prouve très clairement que leur stratégie a fonctionné, c'est que dès lors que vous allez en Espagne sur les plages, vous avez toujours des vendeurs de contrefaçon. Et aujourd'hui, à côté d'un Louis Vuitton ou d'un sac Chanel, vous avez du Michael Kors. Et en fait, faut se dire que c'est pas si con ce qu'ils ont fait, c'est vraiment pas bête. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez une marque et que vous voulez la lancer en France, alors notamment une marque de prêt-à-porter, peut-être qu'il est intéressant de produire, alors non pas de surproduire, parce qu'ils sont pas bêtes, Michael Kors, ça se produit pas en automatique, hein, via des machines, leurs produits. Il y a des gens qui travaillent dessus, c'est quand même du très beau produit. Alors c'est peut-être fait en Chine ou je ne sais pas où, mais en tout cas une machine à elle seule ne peut pas assembler un sac comme celle-là, enfin comme ceci. Et en fait, c'est assez malin parce qu'ils se sont dit, ok, on va prendre une partie des produits, on va aller les vendre en Europe un peu partout via les solderies. Et voilà, on va pouvoir taper, on va dire, le bas du marché, les gens qui n'auraient pas en fait le budget pour cela, pour acheter nos produits, pour qu'on devienne totalement mainstream, puisque une personne qui prend le métro pour aller travailler va avoir beaucoup plus d'impact de promotion, du fait de montrer le sac aux personnes autour d'elle, qu'une personne qui a de l'argent, qui, globalement, elle va prendre peut-être sa voiture, va peut-être... on voit clairement dans le métro, on voit beaucoup moins de personnes qui ont beaucoup d'argent avec du Louis Vuitton ou je ne sais pas, parce qu'ils vont prendre des taxis, vont avoir des moyens pour éviter le métro et ce genre de choses. Donc éviter le métro et ce genre de choses, alors que si vous ciblez une partie un peu plus populaire, c'est sûr que dans la population, la marque va tourner. Donc Michael Kors, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple de marque qui fait exactement la même chose, qui a utilisé exactement la même stratégie, c'est Tefal. Tefal a 2 business. Le premier business, c'est de vendre leurs machines, et c'est plutôt bien fait. Donc habituellement, les machines Tefal ne tombent pas en panne tous les ans, on va dire. Et donc le deuxième business de Tefal après ça, c'est de vendre des accessoires.
Et ce que vous voyez très souvent, toujours la même stratégie, chez les déstockeurs, chez voilà, les solderies, eh bien, vous allez trouver des produits Tefal. Donc des casseroles, des ustensiles de cuisine qui vont venir s'adapter sur les produits de base de Tefal et qui sont vendus à des prix bien moindres. Et quelle est l'idée ? L'idée est de montrer que toujours Tefal est une marque de qualité, puisque vous avez Tefal un peu partout, mais vous avez les bons plans et vous vous dites « Ah, c'est du Tefal, donc c'est vraiment de la super qualité, je l'ai à moins 50%, donc je vais l'acheter. » Sauf que, oui, Tefal, c'est comme Apple, hein, c'est un écosystème, vous ne pouvez pas adapter du Tefal sur un produit concurrent. Seuls les produits Tefal, les manches de casserole et compagnie, ont le système de fixation Tefal. Et du coup, dès que vous avez acheté des produits Tefal, vous restez petit à petit dans l'écosystème Tefal. Et voilà. Et ça, c'est plutôt pas mal en fait. C'est plutôt malin parce que la marque, du coup, se positionne assez, on va dire, assez bas, toujours dans les couches sociales. Vous pouvez récupérer des fois des ustensiles Tefal pour quelques euros, hein, vraiment quand c'est extrêmement déstocké. Et en fait, c'est connu, Tefal. D'ailleurs, ils ont des stands, hein, c'est la marque Tefal qui a des stands pour l'import-export ou pour le déstockage sur certains salons. Vous pouvez acheter du coup une partie de la gamme Tefal à prix discount. Voilà pour ce podcast. Donc posez-vous la question, si vous avez une marque en private label ou voilà, une marque que vous avez développée vous-même. Alors private label, je rappelle, hein, vous trouvez un produit en Chine, vous faites apposer votre marque, hein, c'est une marque blanche quoi, et vous vendez ce produit. Ou alors, vous pouvez également développer vous-même le produit. Trouver une usine, un prototypage, etc., mais ce qui demande beaucoup plus d'argent. Et voilà, posez-vous la question, peut-être que si demain vous lancez un produit, il y aura peut-être un intérêt à pouvoir le vendre dans différents pays via différentes déstockeurs. Je pense qu'il y a là quelque chose à faire pour envahir assez rapidement le marché. Si vous avez aimé ce podcast, soutenez-nous en vous abonnant et en diffusant autour de vous l'épisode. Vous pouvez également laisser un petit commentaire et puis bien sûr un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À bientôt.